Sirotons le houblon, le podcast qui fait glou-glou dans tes oreilles. Salut à tous, c'est Alex pour le podcast Sirotons le houblon. On se retrouve dans un nouvel épisode et aujourd'hui je reçois pas encore un habitué mais presque Christophe qu'on a déjà eu dans l'épisode Rencontre avec la Petite Mèze. Salut Christophe. Salut Alex. Et aujourd'hui on est au sein du bar La Petite Mèze qui est au cœur de Tours. Bar que vous avez ouvert il y a quoi, le 1er août. Quelques semaines, ouais, donc 1er ça août. fait 3 semaines et demie quoi. Voilà. On va commencer, de toute façon, on va parler de plein de choses, pas que du bar je pense, mais il y a pas mal de choses à aborder autour du sujet d'avoir un bar quand on est une brasserie, du marché de la craft. Je pense que ça va tourner autour de pas mal de choses. On va peut-être revenir un petit peu aussi sur la Petite Mèze, la brasserie en tant que telle, puisqu'on avait fait un podcast il y a un peu plus d'1 an maintenant, donc ça a peut-être un peu bougé aussi entre-temps. La première question qui me vient assez naturellement, c'est quand on est une brasserie, pourquoi avoir voulu ouvrir un bar ? Alors en plus, vous disposez déjà d'une taproom accolée à la brasserie, donc pourquoi le bar en plus ? Alors en fait, nous, c'est parti d'un constat qui est assez simple et assez spécial. C'est que on est dans une ville sur laquelle on n'est pas vraiment beaucoup distribué. Aujourd'hui, et il me semble qu'on l'avait déjà évoqué à l'époque, on est une brasserie qui est plutôt à tendance avec un rayonnement plutôt national, une couverture de distribution plutôt nationale. Et en fait, on n'a qu'environ 20%. Alors ça a augmenté un petit peu depuis. En ce moment, on est plutôt, j'ai vérifié hier, sur 25% de notre distribution dans la région centre. C'est peu commun pour une brasserie en général comme très implantée, enfin une brasserie locale artisanale, on est plutôt implanté dans son rayon, dans son lieu exactement. Ouais, voilà, un rayon d'une quelques dizaines de kilomètres autour. On va peut-être faire normalement la moitié de son chiffre quand on est une brasserie qui est quand même déjà assez implantée nationalement, voire plus sinon. Et comme on était, en fait, nous, je sais pas comment trop ça s'est fait. Je pense que c'est lié au fait que on soit arrivé au moment où la craft démarrait. Il n'y avait pas autant de brasseries qu'aujourd'hui, et les distributeurs et les cavistes et les bars cherchaient des bières de qualité, etc. Il y avait peut-être moins de brasseries de qualité proches des gens à l'intérieur, dans les territoires. Et donc du coup, je pense qu'aujourd'hui, donc cette tendance, elle est complètement changée, puisqu'aujourd'hui, il y a de très nombreuses brasseries, et donc de très nombreuses brasseries très bonnes dans les territoires. Et donc les distributeurs et les revendeurs vont pas forcément chercher plus loin que ce qu'il y a à côté de chez eux. Et ils ont raison, évidemment. En plus de ça, je pense qu'il y a peut-être un autre facteur, je sais pas, tu vas me confirmer, mais vous, dès le début, quand la Petite Mèze s'est lancée, très rapidement, vous vous êtes fait connaître aussi pas mal avec des petites collabs un peu partout. Ça a toujours été dans l'ADN de la brasserie de faire beaucoup de collabs. Tout à fait, donc ça on continue. Oui, vous continuez toujours, mais ça a peut-être joué aussi sur le rayonnement. Alors ça, ça a évidemment joué complètement aussi. Le fait aussi qu'on ait été Gypsy Brewer, donc brasseur nomade, et qu'on a brassé un peu partout sur le territoire avant de s'installer, ça a aussi joué, puisqu'en fait finalement on était un peu de partout, quoi. Voilà. Et donc mais une fois fait ce constat-là, aujourd'hui, on reste assez peu distribué localement. Et l'idée d'ouvrir un bar en centre-ville, donc vraiment en hyper-centre de Tours, on est place du Monstre, pour ceux qui connaissent, c'est place du Grand Marché, c'est une place qui vient d'être faite, qui vient d'être piétonnisée, donc c'est un super lieu avec une jolie terrasse et tout ça. C'est une place où il y a aussi beaucoup de restauration, pas mal de vie, ça bouge pas mal ici. C'est vraiment l'hypercentre, c'est vraiment un super emplacement, on est très heureux. Et donc l'idée de venir comme ça vraiment en plein tour-centre, c'était de simplement se présenter au Tourangelle, au Tourangeau, à la Touraine, vraiment de dire oh coucou, on est là, on est tout près et on fait de la bière, et on aimerait bien que vous découvriez ce qu'on fait, quoi. Est-ce que tu penses aussi que le peu d'implantation régionale, comme tu le disais, vient de, je sais pas, peut-être des bars qui sont trop liés avec des contrats brasseurs? Vous avez peut-être pas réussi aussi à vous mettre en place localement? C'est très très juste, hein, c'est très très vrai ce que tu dis. Alors pour ça, du coup, nous on travaille quand même avec un C10 aujourd'hui qui est Sean Distribution, donc qui distribue sur le 37, 45, 23, 18 et 41.
Et donc du coup, dans notre département et les départements autour, grâce à lui, on arrive quand même à choper quelques bars et être présent, permanent un peu, à être dans quelques bars de Tours et du coin. Mais ça reste finalement assez confidentiel parce que on fait quand même des prods qui sont assez différentes, on va dire, de la blonde de Soif. Et donc du coup, pour lui, le boulot de référencement et de placement de nos bières dans les bars est plus compliqué, quoi. Ouais. D'ailleurs, tu qualifierais comment les bières de la Petite Mèze? Alors, c'est vrai que même dans la scène craft, c'est quand même assez différent de ce qui se fait dans d'autres brasseries. C'est assez différent. Un truc un peu unique. Ouais, c'est gentil de le souligner, et c'est vrai. Et en fait, on est à un endroit, je pense, la Petite Mèze, où tout peut basculer. Voilà. Moi, j'aime bien cette idée-là, c'est-à-dire en fait, on est suffisamment équilibré et différent. Enfin, je sais pas trop comment exprimer ce que je pense, mais en gros, on va faire des bières qui vont s'adresser vraiment à tout le monde, à tous les curieux, en fait. Voilà, ouais, moi, tu vas peut-être me le confirmer ou pas. Moi, ce que je dirais de la Petite Mèze, c'est qu'à chaque fois, on a des recettes qui sont toujours originales, souvent décalées, sans pour autant être extrêmes. On n'arrive pas dans des trucs qui sont uniquement orientés vers un public beer geek. Même si on a des recettes qui sont avec des ingrédients que tu verrais pas ailleurs, ça reste fin, équilibré et facile d'accès, même pour quelqu'un qui c'est très bien défini. Ouais. C'est exactement ça. L'idée, c'est de faire des bières de curiosité, mais pour tout le monde. Voilà. Ouais, c'est bien résumé. Ouais, en une phrase, ça marche bien. C'est ça. Alors après, ces bières de curiosité pour tout le monde, elles ont quand même du mal parfois à s'installer sur les becs des bars, on va dire, les plus populaires ou les bars de C10. Voilà. Et donc, j'en viens à quelque chose dont je souhaitais te parler aujourd'hui. Donc, c'est très bien, ta question nous amène à ça. Je souhaite te parler d'une de nos nouvelles bières. Une de nos nouvelles permanentes qui va s'appeler A Maize in Loire, donc A Maize in Loire en 4 mots, qui est en fait une French Pale Ale qu'on va développer, alors qui sera disponible évidemment au national, mais qu'on va développer spécialement pour s'implanter localement. Donc la bière régionale, quoi. Ouais, une French Pale Ale vraiment simple d'accès. Et quand je dis simple d'accès, c'est à la fois en termes de tarifs distributeurs et de goût et de couleur. Enfin, on va vraiment faire quelque chose d'assez, pour le coup, d'assez mainstream. Assez grand public, ouais. Ouais. Mais tout en gardant évidemment une qualité, une exigence et ce qui fait en fait nos particularités, quoi. Voilà. On n'est pas là pour faire une bière de grande distrib pour autant, quoi. C'est une bière qui permettra d'aller chercher des becs et de faire un peu de volume en local et de dire regardez, on a une bière artisanale locale de qualité et qui peut aller rivaliser avec les becs d'industriels. C'est l'idée. Sans avoir une trop grosse différence de prix. C'est l'idée, exactement. Et pour nous, normalement, ce sera une clé d'entrée, en fait, sur le marché local. C'est-à-dire que l'idée, ce serait évidemment de planter ça en premier bec pour ouvrir la discussion sur aller chercher ailleurs, sur éventuellement d'autres références. Ouais. Voilà. Est-ce que ça sera aussi le premier bec permanent ici dans le bar La Petite Mèze? Alors, ou est-ce que tu penses que c'est plus s'adresser à un autre public? Non, c'est en réflexion. Je pense que c'est une bière qu'on aura ici. Mais ici, on a déjà une bière qui s'appelle Summer is Coming, qui est assez peu connue en fait, du grand public national, puisque c'est une bière qu'on ne distribue que pour les particuliers, les festivals et les associations. D'accord, qui n'a pas vocation à être distribuée en bar, sauf que vous dans faites que en fût, nos établissements. Voilà, qu'on fait uniquement en fût, et qui a vocation à montrer ce qu'on sait faire et à être voilà, donc une bière qui est finalement assez peu chère et qui est un peu le fer de lance de ce qu'on fait pour les assos, les festivals et les particuliers, quoi. Ok. Et donc c'est elle, je pense, qui restera. C'est elle qui restera en bec permanent, la bière d'accès. Voilà. D'ailleurs, on parle un peu maintenant du bar et de avec ce plaisir, que vous y servez.
Là, il y a 12 becs, donc 12 becs de bière pression. Tout à fait. 12 becs de la petite mèze. De la petite mèze, exactement. Le bar, c'est la petite mèze, le bar, sous-titré bière et pique. Et ça, j'en parlerai. On parlera un peu dans du un fooding second après, temps. Ouais, exactement. Puisqu'on fait aussi de la restauration ici. Mais effectivement, sur les bières, on a pris le parti de servir uniquement nos pressions. Parce que l'idée étant de faire, comme je le disais, une vitrine de notre savoir-faire pour les Tourangelles, les Tourangeaux et pour se présenter. Pour nous, c'était vraiment très naturel de présenter uniquement nos produits et de dire, regardez, voilà ce qu'on fait. Pour nous, ça n'aurait pas eu de sens, en tout cas sur un premier établissement, de présenter autre chose que notre travail, puisque c'est vraiment le but de ce bar, c'est de dire eh oh, regardez la petite mèze, on est juste à côté et on fait des trucs. Bières, Voilà. Et c'est pareil du coup dans le takeaway, on a parce qu'on a une petite partie cave aussi, avec un petit frigo inox, et on fait que nos bières aussi. Ouais. Tu as évoqué l'emplacement. Tu disais, on est place du Monstre pour son petit surnom, dû à la sculpture de Xavier Veillant. Ouais. Place très connue et dynamique de Tours. Ouais. C'est un super spot. Ouais. Comment on en arrive à trouver un spot comme ça dans une ville comme Tours là ? Parce que là, je pense que c'était difficile d'imaginer mieux pour le bar. Alors en fait, merci de le remarquer. Non mais c'est vrai que c'est un truc de ouf. Donc on est en lieu et place d'un ancien établissement qui s'appelait les Trois Écritoires. Qui a qui avait une vraie histoire ici. C'est vraiment un restaurant-bar assez institutionnel de Tours. Et en fait, nous, avec Quentin, donc le brasseur chef responsable de prod chez nous, et donc qui est mon associé, et donc tous les deux, on cherche. Quand on a décidé de chercher et de trouver un bar, on se disait, on va chercher entre la place Plumereau et les Halles de Tours. Vraiment l'hypercentre là où ça bouge tout le temps. Ouais, alors il y a plusieurs quartiers qui bougent beaucoup à Tours. Il y a le quartier Colbert, il y a le quartier Plumereau, et puis il y a un peu c'est pas du tout nouveau, mais ce quartier des Halles qui est quand même assez pas mal en mutation, avec des très beaux établissements qui s'ouvrent. Et nous, on sentait une sorte de tendance à se diriger vers ce quartier. C'est vrai que c'est un quartier qui prenait de plus en plus d'importance dans la vie. Et surtout qui bouge aussi au niveau de la food. Ouais. Et nous, on avait envie de proposer nos bières, mais aussi de les accompagner, étant assez épicurien, Quentin comme moi, et assez gourmand. On avait envie aussi de trouver un endroit qui permettait de faire une petite restauration. Et en fait, donc, quand on a entendu parler que les Trois Écritoires, donc ce lieu dans lequel on est aujourd'hui, était à vendre, ça a été assez rapide. Ouais, ça a été un déclencheur. Ça a été un déclencheur assez rapide, puisqu'en fait, on a fait notre première offre sur le lieu fin octobre. Donc ensuite, là, ça a été un petit peu long, puisqu'on a signé que début mars. Donc il y a quand même eu plusieurs allers-retours avec le vendeur. On avait quelqu'un aussi qui était positionné sur l'achat du lieu. Donc voilà. Donc finalement, on a réussi à emporter le morceau, on va dire. Et puis, et donc du coup, on a signé début mars. Ensuite, s'en sont suivis donc 5 mois de travaux. Et puis, on a ouvert le 1er août. Voilà. Mais c'est vrai que le lieu est un vrai lieu passant, vivant, avec une terrasse, donc une nouvelle terrasse sur l'avant du lieu, et également une terrasse sur le côté du lieu. Puisque pour les gens qui ne nous voient pas, on fait un angle, ouais, exactement, on fait un corner, et donc on bénéficie d'une double exposition comme ça, donc dans des rues piétonnes, donc c'est assez cool. Voilà. Très beau, très beau lieu, on est très contents. Et alors du coup, comment se sont passées les premières semaines de vie du bar là ? Ça fait à peu près, ça va faire un petit mois que c'est ouvert. Bon, après on est en plein mois d'août, c'est peut-être pas forcément le mois le plus dynamique, quoique Tours c'est peut-être assez touristique en ce moment, je sais pas. Alors c'est vraiment marrant comme question. En plus, j'ai réellement pas encore eu le temps d'analyser.
exactement comment ça s'est passé. Alors au feeling. Alors je sais juste qu'on s'est fait défoncer. D'accord. Et qu'effectivement, on nous avait dit ouvrir en août, comme ça vous aurez le temps de vous roder, tout ça. Et on espère que septembre ne sera pas trop différent. Je sais pas comment dire, mais il faudrait pas qu'on se fasse trop plus défoncer que. Si ça c'était un rodage, ça va être compliqué. Quoi. Ouais, exactement. En première semaine, on a déjà dû c'est des petites anecdotes en fait. Hein. C'est pas, voilà, ce sera peut-être pas comme ça tout le temps, mais on a déjà dû restaffer en cuisine en extra en première semaine. Enfin, c'était. Oui, c'est vraiment parti. Après la première plus semaine, c'est normal. Hein. Oui, il y a l'ouverture, il y a l'effet nouveauté. C'est l'effet nouveauté. On avait quand même fait un petit peu de com sur ce lieu. Ceux qui étaient là à Tours étaient curieux de. Et puis mine de rien, même si on fait encore que peu de ventes à Tours, hein, on a envie que ça change comme je vous l'ai expliqué, mais les gens nous connaissent de nom, et ceux qui avaient envie de venir, il y a eu du monde, il y a quand même eu du répondant. Voilà. C'est cool. J'ai plus les chiffres en tête, mais le premier soir ou la première semaine, je sais plus, on a fait 1500 pintes, 2000 demi. Oui, je me souviens que vous aviez communiqué dessus en plus sur les réseaux sociaux. Je crois que j'ai passé un truc là-dessus. Pas loin de 10 hectos, je crois, la première semaine. C'est des trucs un peu foufou. Ouais, carrément. Voilà. L'objectif qui est quand même assez élevé, alors on verra au bout d'un an où on en est. Je pense que ça peut intéresser certaines personnes qui se posent la question, notamment s'il y a des pros qui écoutent, etc. On est quand même sur un objectif d'environ 500 hectos sur ce lieu. L'année ? À l'année, ouais. Oui, donc c'est sur un les petit délire. Ça commence à faire un petit volume, ouais. Ouais, 500 hectos à l'année, je sais pas où surtout on en était dans la brasserie, production de la petite messe. On en a parlé il y a un an et demi pendant le podcast, vous étiez à environ 2000 hectos. On est à environ 2000, on est toujours à environ 2000 hectos. Ouais. Passer un quart de sa production sur son propre bar, c'est pas négligeable. Notamment, j'imagine que ça aide à mieux vivre parce que tu ne fais pas les mêmes marges que sur un tarif distributeur. Alors effectivement, il n'y a pas du tout les mêmes marges. Après, c'est vrai qu'il y a aussi des choses à prendre en compte qui sont le loyer, le staff. Oui, bien sûr. Tu as d'autres frais qui rentrent en jeu, mais j'imagine que... Mais les uns dans les autres, c'est quand même la rentabilité espérée d'un lieu comme celui-ci permet d'envisager sereinement la suite et le développement aussi de la brasserie, pourquoi pas. C'est bien, tu me mets le pied à l'étrier pour la question suivante. Je voulais te demander quelles sont les différences pour toi entre un bar classique et un bar de brasserie comme le tien. Et même quand je dis comparer un bar classique ou même comparé par un bar orienté craft, voilà, quelles sont les différences avec un bar géré par une brasserie, tenu par une brasserie, particulièrement la petite messe de bar. Il y en a vraiment plein. Il y en a vraiment plein, en même temps, il n'y en a pas tant. Alors, je vais essayer d'éclaircir un peu ce que je dis. Je vais commencer sur le fait qu'il n'y en a pas tant. Il n'y en a pas tant parce que c'est le fonctionnement est exactement le même fonctionnement que le fonctionnement d'un bar, donc avec du staff, des plannings à faire, des horaires à respecter, des horaires de mise en place, du sourcing de produits. Alors là-dessus, on est effectivement la petite messe le bar ici, mais par exemple on a des vins nature, une gamme de soft qui est très sourcée, une gamme de spi qui est pareil, très sourcée, et donc on va dire la seule différence avec un bar traditionnel, c'est que sur la bière, on sait on sait où se fournir et c'est directement chez nous. Mais sinon pour tout le reste, c'est exactement pareil qu'un bar traditionnel. Mais en fait, si tu veux, sur tous les points, c'est exactement pareil qu'un bar traditionnel. Les seules différences, en fait, c'est que nous, on considère qu'on doit apporter du conseil, mais encore plus que dans un bar traditionnel, on va dire un bar plus générique. Mais on a aussi demandé à notre staff, et ce dès les entretiens d'embauche, etc. On les a tous fait transiter par le taproom, par exemple. Oui. Ils ont fait ce que moi j'appelle exactement la petite messe académie, et c'est le moment où ils infusent en fait les valeurs de la petite messe, les produits, voilà, le côté vraiment apprendre
comment on fait une bière, voilà, pour vraiment être imprégné de la culture brassicole et de notre savoir-faire, de notre gamme, etc. Donc ils sont tous passés par le taproom. Et puis il y a aussi, comme c'est un bar vitrine, tout un tas d'autres choses sur lesquelles on a mis l'accent. Alors je te les ai pas encore montrées, mais on a par exemple des sous-bocs avec des fun facts. C'est-à-dire qu'au dos, on a une quinzaine de sous-bocs pour le moment, mais on va en faire énormément par la suite. Et donc là, pour le moment, la première série, c'est plutôt de l'historique. C'est-à-dire que derrière, au dos des sous-bocs, on a par exemple 2011, la première bière brassée en amateur était... voilà. Et en fait, on va faire un peu comme ça du storytelling. On va raconter l'histoire de la petite mèze. On a aussi dans les sanitaires une fresque chronologique qui reprend l'histoire de la brasserie. Enfin, voilà, la différence avec un bar traditionnel, c'est vraiment qu'on est imprégné de la culture et de l'histoire en fait de la brasserie, quoi. Et ça va passer par d'autres éléments, je veux dire la manière de retranscrire l'état d'esprit de la petite messe au bar. Est-ce que tu vois, là tu me parles des sous-bocs, de la fresque, de parler un peu de l'historique et de la genèse et de l'évolution de la brasserie. Est-ce que je sais pas, il va y avoir des soirées à thème, de la déco particulière, des choses qui viennent de l'état d'esprit de la petite messe. Notamment, je parle de la déco parce que c'est vrai que vous êtes aussi assez reconnu pour vos étiquettes qui sont toujours faites avec des artistes et qui ont un look assez reconnaissable et qui est toujours très artistique en soi. Mm-hmm. Est-ce que ça va venir dans les éléments par la suite, dans le bar de déco, peut-être des affiches, j'en sais rien? Alors, pour le moment, on n'a pas prévu de faire de la décoration permanente ici. Ouais. Ici, on a travaillé avec une architecte d'intérieur qui n'est autre en fait que la compagne de notre graphiste historique, c'est-à-dire Grégoire Hautguy, Faciès. C'est lui par exemple qui a peint le ciel de bar. Alors ceux qui n'ont que l'audio ne peuvent pas profiter de ça, il faudra venir nous voir. C'est lui qui a peint aussi dans les sanitaires le devant et l'arrière de la porte. Et donc effectivement on a prévu de faire de temps en temps des petites expos, et la première ce sera en toute logique Grégoire Hautguy, donc Faciès, notre graphiste historique, qui exposera le 23 septembre lors de notre soirée d'inauguration. Voilà. Et on va bientôt communiquer là-dessus. Super. Voilà. Donc ça c'est sur la déco. Et il y avait autre chose, oui, les soirées à thème. Alors ça, pareil, on va faire des soirées à thème. On a plein d'idées, mais on va essayer. Ça ressemble à quoi une soirée à thème, la petite messe, du coup? En fait, là, on va imaginer ça aussi avec un pont avec la cuisine, évidemment. Donc il va y avoir de plus en plus de choses sur des accords et des propositions culinaires en accord avec les bières. Il y aura peut-être même des soirées sur réservation. Alors ici, on ne prend pas de résa, on veut vraiment rester un bar, mais il y aura peut-être des choses organisées, 6 brochettes, 6 bières, le temps d'une soirée, avec inscription. Enfin voilà, on va organiser des trucs un peu spéciaux comme ça, et puis évidemment des TTO et voilà, des trucs avec des soirées spéciales avec les gens avec qui on fait des collabs. Comme on l'évoquait, tu vois, on est en plein cœur de Tours. D'ailleurs, je pense que ça s'entend un petit peu avec l'ambiance sonore derrière. On est place du Monstre où il y a tous les lieux de restauration. Donc on a pas mal de livreurs qui passent en scooter aussi. Pourtant là, il est même pas midi, on est en pleine semaine. Il y a déjà pas mal de passages. Et donc, je pense que c'est pour ça aussi que c'était pour vous peut-être important d'avoir un lieu qui fasse aussi de la restauration. D'ailleurs, il y a des horaires qui sont assez étendus. Ouais, on fait midi, 2h. Midi, 2h. Ouais. Donc 6 jours par semaine. Matin, tout à fait. À quoi ça ressemble la food chez la petite messe? Alors, je sais pas, peut-être qu'on pourrait même... faudrait voir si le chef il a envie de dire 2 mots, mais en gros, je vais quand même parler du concept sur lequel on a pensé et réfléchi et qu'on est en train de... qu'on a mis en place. Qui a un lien du coup avec la petite sous-ligne qui est sous le nom sous-ligne, effectivement, bière et pique, c'est-à-dire que tout est piqué ou piquable, c'est-à-dire que chez nous, pas de couvert,
et tout est présenté sur des pics. Alors, on a aussi un service à vaisselle qu'on a fait faire par une céramiste qui s'appelle Léa Kay, qui est à Pantin, qu'on a fait faire spécialement pour ce concept, puisque en fait les sets de vaisselle pour des pics verticaux n'existent pas. Voilà. Il a fallu Donc, le créer. fallu le créer, effectivement. Donc on est sur des petits sets où sur l'étage du dessus nous avons un porte-pic. Donc c'est un disque avec une encoche qui permet de tenir un pic verticalement. Au centre, nous avons un ramequin, une sorte de ramequin qui permet de mettre les condiments. Et puis tout en dessous du set, il y a une petite coupelle pour, par exemple, les sauces. Et donc le chef en cuisine joue avec ces trois éléments pour présenter la food, quoi. Donc comme tu peux le voir voilà, sur les cartes murales, ça va du club jambon, donc jambon fermier, beurre bordier, à l'aloumi chichimi, donc fromage grillé avec épices chichimi et sauce chimichurri, à la patate spirale, donc patate de 40 cm de haut avec ketchup maison. On a du rayon nippon. Le rayon nippon, c'est des petits rayons, donc du porc laqué, gingembre, miel, soja. Et puis des magnums maison et voilà, enfin tout un tas de trucs. Voilà. C'est pas juste, en fait c'est comme du tapas mais quali revisité sur des supports un peu qui sortent de l'ordinaire, quoi. Et donc oui, il y a vraiment une importance qui a été portée à la food, autant que, en fait, que les bières qui sont proposées ici. Il fallait que tout soit aussi qualitatif. C'est pour ça que vous faites appel qu'à des bons produits et que vous avez un chef dédié pour ça. Ouais, exactement. Est-ce que je vais voir s'il est dispo ? Eh ben vas-y. Salut, je fais une petite pause dans ce podcast pour te dire que si tu aimes ce que je fais, tu peux toujours aller noter l'épisode et le podcast sur Apple Podcast ou toute application de podcast. 5 étoiles et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si vraiment t'aimes beaucoup et que tu veux nous soutenir, on est sur Patreon, patreon.com/siroton le houblon. Tu peux faire des dons avec plusieurs paliers et pour certains paliers des contreparties, mug, t-shirt, sweat, voilà. Merci pour l'écoute et à bientôt. On parlait justement avec Christophe du fooding au bar La Petite Messe, de tout ce qui avait été fait. Je pense que tu seras peut-être le mieux placé pour nous en parler et nous dire comment tu crées ta cuisine. Et comment tu crées ta cuisine aussi dans le cadre d'un bar à bière avec que des bières artisanales d'une même brasserie. Ouais. Il y a un travail spécial autour de ça. Et qui es-tu, oui, Qui d'abord En fait, c'est assez simple de faire de la création. À partir du moment où il y a une seule chose qu'on ne m'a pas obligé à faire, c'est de travailler avec de la bière. Et en effet, je pense que c'était le danger. Et on était tous d'accord pour dire qu'en fait, on voulait faire des accords, en fait, mais pas forcément faire une cuisine à base de bière où je trouve que ça peut être redondant, même si on a 12 becs ici. En fait, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que moi, je pars pas là-dessus. Et genre là, on est en train de faire la poutine pour demain ou après-demain. Et j'ai fait un jus de viande que j'ai déglacé à la scène de wood avec une stott. Et je me dis, c'est cool, en fait, elle est là. Donc je peux faire cuire un truc dedans ou je peux l'utiliser. Et c'est vraiment un panel qui est super quand on le voit de ce côté-là. C'est pas une contrainte, mais au final, ça reste un outil supplémentaire pour t'amuser si jamais tu le souhaites, si tu en as besoin. C'est même un super outil que de pouvoir remplir 10 litres avec de la blonde comme ça, si on a envie. Donc oui, au contraire, c'est super, quoi. Et au final, du coup, les recettes ne sont pas pensées pour aller s'accorder avec une bière, mais une fois que le plat est fait, il y a peut-être un moyen de trouver un accord avec... quand on a 12 becs branchés, il y aura toujours quelque chose qui peut aller avec. Ouais, en fait, je fonctionne vachement comme avec le vin, c'est-à-dire que tout peut s'accorder quand on a 12 becs. Enfin, ce serait dur en fait de pas réussir à faire un accord avec ce qu'on fait. Et à la fois, c'est comme avec le vin. Et si on boit à un moment donné un vin coup de cœur, ça va tout de suite appeler un plat. Et là, dans ce cas-là, on va travailler dans le sens inverse. Alors, je reviens un petit peu en arrière, on va refaire les choses dans l'ordre. Ouais. Qui es-tu ? Et moi, c'est Julien. Et à la base, je suis pas du tout dans la cuisine. Ok. J'étais dans les milieux du spectacle. Je suis musicien et ingénieur du son. D'accord, donc là je te remets des micros devant la bouche, sur les oreilles, retour en arrière. Ouais, du coup je suis à l'aise, quoi. et voilà, j'ai fait ma reconversion officielle, parce que ça fait quand même très longtemps que je fais de la cuisine, mais il y a 4 ans, 2019.
Ok. Où donc je suis parti sur Lyon pour aller à l'Institut Paul Bocuse. Et voilà, j'avais envie d'asseoir mes connaissances avant de me lancer dans quelque chose en disant bah non, il y a des bases à avoir. C'est bien beau de cuisiner sur marmiton, mais à un moment donné, faut aller s'armer un petit peu, quoi. Donc voilà, c'était le départ de tout ça, et bah forcément je suis revenu sur Tours pendant toute la période de confinement, donc ça a été un petit peu chaotique parce que bah, forcément c'est ouvert, c'est fermé, mais j'en ai profité pour faire plein de déplacements en fait, pour aller bosser sur Paris ou alors chez des amis, faire des cartes en commun, et ça a été super enrichissant. Super. Bon, et alors du coup la petite messe Le Bar, les spécificités de faire des plats sur des pics, ça se passe comment du coup? Il y a une réflexion particulière autour de la présentation du plat? C'est pas facile. C'est pas facile. On a eu du coup pas mal de conversations là-dessus avec Christophe. Où est-ce que ça tient sur un pic? Est-ce que c'est piquable? Est-ce que ça cuit sur un pic? Est-ce que ça se présente sur un pic mais c'est pas cuit sur un pic? Il y a plein de possibilités. Au début, quand il m'a annoncé ça, moi j'étais content. Je me dis ouais, c'est cool, on va faire des pics. Et en fait, une fois qu'on se met dedans, c'est pas facile du tout en fait, parce que moi j'ai forcément une recherche d'esthétique parce que j'ai fait pas mal de gastro, donc j'ai envie de présenter des choses qui sont belles, et à la fois je me dis en fait la brochette du barbecue le dimanche elle est cool aussi, et en fait il y a un côté qui donne envie d'être mangé quand il n'y a pas forcément ce que moi j'appelle une belle finition, et voilà, donc c'est le rodage après pour trouver des choses, les axes, mais c'est un beau défi en fait. Il faut trouver un point d'équilibre entre le plat travaillé, recherché, et en même temps facile, accessible et simple à manger. Et simple à manger, un peu façon ambiance tapas, quoi. C'est ça, parce que c'est pas le tout que ça tienne sur un pic, mais il faut que ce soit mangeable. Et ça fait en effet beaucoup de contraintes. Et on a développé une vaisselle aussi dans ce sens-là, où en fait j'ai dit ok, on fait des pics, mais en fait j'ai pas envie de tout texturer, parce que c'est facile aujourd'hui de mettre de la gélatine, de l'agar ou plein de gélifiants pour que ça tienne, mais il y a des choses, une sauce en fait non, faut la mettre dans un autre récipient à côté, ou en fait faut qu'il y ait un accompagnement pour pouvoir avoir différentes textures et donner une expérience un peu différente. Ouais. Donc c'est, en quelques mots pour résumer, tu la qualifierais comment de ta cuisine ici dans le cadre du bar La Petite Messe? J'ai pas de cadre en fait. J'ai pas de cadre du tout, et c'est peut-être ça que Christophe il aime bien aussi, c'est qu'il sait que ça peut. C'est quand même un peu canaille et un peu raffiné. J'aime bien ce qu'il y a. Il y a un peu de. C'est très inspiré cuisine du monde aussi. Julien a une vraie passion et un vrai regard très qualitatif sur la street food, mais la street food Cali est assez moderne, voilà. Il a, je pense, une vraie passion et un vrai attrait pour cette cuisine-là. Tu me dis si je me trompe, hein, mais en la travaillant qualitativement, etc. Quand on a eu l'opportunité de travailler avec lui, on a été vraiment super contents, et donc évidemment on a saisi cette opportunité. Aujourd'hui, on est très fiers de l'équipe qu'on a en cuisine, parce qu'il y a Julien, mais il y a Thomas aussi. Et Thomas Ballester qui est donc second et qui travaille aussi très très bien aux côtés de Julien, quoi. Donc, comme on le disait plus tôt, le bar a quand même des horaires ultra étendus. On ouvre à midi, on ferme à 2h. Donc il y a aussi un service du midi. Ça se passe comment parce qu'en plus en pleine semaine, en pleine ville, vous avez quel genre de public? Comment vous préparez une offre Et en plein août. Ouais, c'est sûr. En plus, oui. C'est ça, c'est qu'en fait on a eu un mois de touristes, donc en plus, donc c'est maintenant en fait que ça se décide, mais le midi, moi je voulais quelque chose c'est très compliqué en fait de faire des choses sur des pics le midi, parce que les gens ont faim et ils ont besoin d'avoir quelque chose à manger, et il y a des gens qui vont être super contents de grignoter, parce qu'il y en a qui mangent pas le midi, qui sont contents de manger un petit truc, mais voilà, moi j'ai voulu justement retrouver mes premiers amours pour la street food et dire on va prendre un axe résolument comme ça, de choses qui se mangent dans du pain avec des mains, un sandwich, quelque chose qui cale, et dire le soir on est sur une cuisine plus raffinée, pas forcément, mais sur des choses plus tapas et originales dans la diversité de la carte et dans les goûts. Là même on se faisait la remarque, j'ai une carte un tiers, c'est-à-dire qu'il y a un tiers vegan, un tiers végé, un tiers de tout, et voilà, c'est important d'avoir un panel pour pouvoir contenter tout le monde et que chacun veuille faire une expérience. Donc les pics, pas le midi. Enfin, il y a des pics aussi le midi, mais c'est. Ouais, il y a des pics. On sort un peu du cadre. Sur une offre un peu business comme ça, semaine, il y a une offre un peu différente au déjeuner. Ouais.
Donc au déjeuner, on peut prendre une petite formule. Exactement. Ouais. Il y a 2 formules. Une formule à 12, une formule à 19. Qui comprend un petit dessert, un une petit petite bière, anti-pastis, un food du jour, on a appelé ça, parce que c'est pas forcément des plats. Et puis café ou galop, c'était important pour nous qu'il y ait le galopin. Et puis sinon, c'est anti-pastis, food du jour, boisson, magnum, café ou galopin, quoi. Voilà. Pour donner un petit peu un exemple aux auditeurs, on mange quoi ce midi? Là, ce midi, on a fait des nems. Okay. Donc, on a un nem farce de porc langoustine et on a un nem du coup travaillé en vegan à base de farce de champignons. Et il y a un bouillon de légumes qui est infusé à la menthe et au poivre pour donner un petit peu de peps. Et en fait, ça change un peu tout le temps. Genre là, demain ou jeudi, on passe sur une poutine. Donc là, j'étais en train de terminer. Et on va faire une sauce cheddar à la truffe. Et j'ai fait un jus de viande là, au sirop d'érable et à la schtaut. Ah oui. Donc en fait, je me donne pas de... mais ça envoie un peu. Je me donne pas de limite. Et en fait, mon kiff, c'est de travailler vraiment les produits frais. Donc ici, on source tout en direct, mais ce que j'appelle le vrai circuit court. C'est-à-dire que je connais mon producteur à chaque fois sur la viande, sur les légumes, et on travaille ensemble. Et donc ça implique cette gymnastique de dire aujourd'hui c'est ça, demain ça va peut-être être autre chose parce que je suis en rupture et en fait je respecte mon fournisseur et le produit qu'il a ou qu'il n'a plus. Et voilà, donc on s'ennuie jamais en fait. C'est ça qui est bien. T'as une carte qui est ultra évolutive, même sur les pics. J'imagine qu'il doit y avoir des classiques qui vont rester, mais ça change sur le reste. On peut venir plusieurs fois dans la semaine, dans le mois et venir déguster des nouvelles choses. Ouais, carrément, toutes les semaines il y a des choses différentes et on en parlait avec les clients. Moi je suis un petit peu à contresens de ce qui se fait quand le chef dit il faut s'adapter à la clientèle, avoir des repères. Moi en fait c'est tout l'inverse. Donc là le peu de repères que j'ai mis pendant un mois, en fait je suis en train de les enlever un par un. Et du coup les gens sont obligés de prendre autre chose, mais le but c'est de rentrer dans une relation de confiance. Moi c'est toujours ce que j'ai aimé dans un lieu, que ce soit gastronomique ou pas gastronomique, mais arriver, regarder une carte, moi ça me faisait marrer. Il y a un client qui me disait ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça, passer 10 minutes sur Google devant une carte dans un bar, quoi. Parce qu'en fait il comprenait pas la moitié des mots et du coup c'est dans le bon sens parce qu'il y a plusieurs clients qui m'ont fait la remarque en disant en fait c'est trop cool, on apprend trop de trucs, quoi. Et du coup là il y a une espèce d'aloumi chichimi sauce chimichurri. Voilà, donc c'est vrai que ça fait quand même 3 mots, mais à la fois je vais pas inventer autre chose parce que c'est vraiment ce qu'il y a dedans. Et du coup les mecs, ok, ça c'est ça vient du Japon, ça c'est une sauce qui vient d'Argentine et tout. Ok, super. Et du coup, si je remets un autre truc avec des mots bizarres dans 3 jours, les mêmes clients en fait ils vont retourner sur Google et vont faire ok d'accord, il y a ça, on veut tester ça. Et c'est pour moi le plus important ici, c'est de donner envie, et tout comme la bière, je pense à la petite messe, c'est comme ça que ça marche. Ouais, ça fait écho au monde de la bière artisanale, où il y a beaucoup de recettes éphémères, de choses qui changent, de nouvelles découvertes. Mais c'était exactement ça l'idée aussi de ce concept là, c'était de pouvoir avoir quelque chose de très quali et de simple, pas simple évidemment dans la mise en œuvre, puisque Julien explique depuis tout à l'heure que c'est quand même assez compliqué tout ça. Et c'est normal, mais quelque chose de simple et populaire, qui tient, qui se mange avec les mains, qui est accessible aussi en termes de tarifs, mais qui reste très quali. En fait, tout doit coller avec la bière, et c'était aussi le parti pris et le défi de ce truc-là, c'est de proposer un truc qui correspond aux bières de la petite messe et à l'idée qu'on s'en fait, quoi. Voilà. Il y avait un truc très marrant d'ailleurs, parce que c'était la phrase que j'avais tout au début quand on a ouvert le projet. Je dis en fait moi je ferai pas de changement dans mes recettes. Je veux vraiment pas que les gens se pensent dans un restaurant. Je dis quand tu prends un saucisson au fromage de chèvre dans un bar, si t'aimes pas le chèvre, tu prends pas le saucisson au fromage de chèvre, on peut pas l'enlever en fait. Comme dans les bières. Comme la bière, la matcha thé, c'est concombre thé matcha, on peut pas enlever le concombre si le mec aime pas ça. Il va prendre une autre bière parce qu'on lui donne ce choix d'avoir 12 becs, donc il y a 11 autres solutions. Et j'ai été très étonné qu'il n'y ait pas quelqu'un en fait qui me demande ici une cuisson ou d'enlever un élément. Alors je peux le faire éventuellement pour quelqu'un qui est allergique, et encore il y a quand même pas mal de préparation, donc c'est compliqué de trouver l'équilibre là-dessus. Et je suis content que les gens aient compris que sur la cuisine que j'avais là, en fait s'il y a un truc qui leur tentait pas, ils allaient prendre la référence au-dessus ou en dessous, mais ils allaient pas me demander de modifier ces choses-là. Voilà. On n'est pas un resto, quoi. C'est ça aussi. Ouais, c'est pas un resto, mais en même temps, il y a suffisamment pour se sustenter en cas de besoin. On est hybride, quoi. Ouais, on a l'hybridité, c'est concept, cool. Un concept food, quoi. Ouais. Ouais, au final, avec tout ce que tu nous expliques, Julien, sur la food, je trouve que c'est très représentatif aussi de ce qu'est la petite messe en temps normal. Donc, c'est bien, ça colle à l'image de ce que je te remercie, Alex. C'est
C'est un vrai compliment et ça fait vraiment plaisir. C'est le but, quoi. Mais d'ailleurs, quand on s'était rencontré avec Christophe vraiment sur un salon, il était tout seul là, à l'autre bout d'une salle, et puis moi aussi. Et puis à un moment donné, il y a Fazi, qui est notre maraîcher aujourd'hui de la Mini Farm 41, qui était là. Et je dis attends, je veux goûter un truc, une espèce d'aubergine japonaise que je connaissais pas. Puis à côté, il y a un mec qui faisait rôtir des poulets à la flamme, quoi. Donc je lui dis ok, bouge pas, je prends un truc et j'emmène, justement, j'avais pas de pic, c'était galère. Et j'emmène cette aubergine et je la fais griller en fait sur la flamme du mec à côté, et je dis à Christophe, faut goûter ça, je mettrais bien cette bière là avec. Et en fait, il y a eu un espèce d'échange comme ça hyper naturel où ouais, je pense qu'on est carrément d'accord, ou avec Quentin là-dessus, avec tout le monde d'ailleurs de la brasserie. En fait, on fait des tests, et puis moi l'autre jour j'ai fait un test, ça marche pas, ça marche pas, tant pis. Ça marche, c'est cool. Et voilà, on a cet état d'esprit de mélange, quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement pareil aussi. C'est comme ça qu'on fait nos recettes de bière. Elles naissent des rencontres et des envies de faire des choses avec tel ou tel produit, tel ou tel goût, tel ou tel truc. Et je pense qu'on se retrouve assez bien là-dessus avec Julien en cuisine. D'ailleurs, tu évoques un petit peu comment vous êtes rencontré avec Christophe. Ça s'est passé comment? Vous vous connaissiez déjà d'avant? Ça s'est fait sur un festival? C'était quoi? Ouais, c'était sur un marché de ravitailleurs. C'était marché du collège culinaire, ouais. Donc collège culinaire de France. Toi, tu faisais du saumon. Moi, j'étais avec Rémi Giraud qui faisait ses ventes de saumon, tout ça. Et je suis venu lui filer un coup de main. Moi, je présentais des bières de la petite messe, quoi, pour être original. C'est ça. Et voilà, et maintenant on en est là. Et voilà, exactement. Super projet. Ouais. Je sais pas si tu as des trucs à rajouter sur le fooding. Sinon, j'avais moi d'autres questions. Je repartais plus sur le milieu de la bière, mais. Moi, ça me va. Parce que sur le fooding, je vais rajouter qu'il faut que j'aille me faire un service. Le service commence là, il va falloir y aller. Merci Julien. En tout cas, merci beaucoup Julien pour ton intervention. Merci. Et donc Christophe, on reprend tous les deux. Moi j'avais noté quelque chose, c'était concernant le milieu de la bière craft. On est quand même sur un milieu qui évolue très vite. Ouais. On a échangé la dernière fois au micro il y a 1 an et demi. Il s'est passé énormément de choses entre temps. Plein de brasseries naissent, quelques-unes disparaissent, mais de manière générale, on est encore sur un marché qui est croissant en termes de nombre de brasseries. Il y a aussi quelque chose qui joue énormément maintenant, c'est qu'il y a plein de nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché en connaissant les codes, en sachant ce qu'il faut faire pour plaire. Et avec un peu de sous. Ouais, avec un peu de sous. On a Untapped qui guide un peu les créations de beaucoup de brasseries. Et ce que je me disais, quand il y a une nouvelle brasserie qui arrive, elle se dit je vais faire ce style-là parce que je sais que ça va me permettre d'être ranké tout de suite et d'atteindre un rayonnement national. C'est aussi peut-être ce genre de concurrence, si on peut appeler ça comme ça, qui fait qu'il y avait un besoin de remettre la petite messe au milieu du village et d'être plus dépendant du marché local. Excellent, l'utilisation de remettre la petite messe au milieu du village. Je suis fier de celle-là. Ouais, fallait la faire. Bon, bien joué. Alors effectivement, ouais, c'est tout à fait exact. Il y a ce florissement de brasserie et ce florissement de brasserie de qualité au niveau national. Et il y a aussi ce que je disais un peu en introduction, c'est-à-dire qu'effectivement aujourd'hui, il y a des très bonnes brasseries à côté de chez toi, quoi. Peu importe où tu sois, quoi. Oui, il y a toujours, en quelques dizaines de minutes de route, tu arrives à trouver quelque chose d'intéressant. Exactement. Donc je discutais aux 10 ans de 10+1 de chez Outland avec Quentin Blum, donc, le président de DBI, distributeur des brasseurs indépendants. Je discutais avec lui de la localisation des brasseries, du marché national, de comment il voyait la distrie. Et il me disait que c'était quand même de plus en plus compliqué, effectivement, de vendre des petites brasseries au niveau national, puisque il y avait de plus en plus de bonnes brasseries localement. Et donc, du coup, c'est un peu comme ça que ça se passait. Ouais, en général, tu n'as même plus besoin d'aller passer par un distributeur, ou du moins un distributeur national pour aller trouver un produit. Exactement, en local, en circuit direct ou en circuit court avec un distrib local. Voilà, un produit qui va contenter la plupart de tes clients. Et donc, nous, on avait quand même un petit peu senti ça arriver depuis un petit moment. Hein. Donc, le bar, c'est pas la seule chose qu'on a fait pour reconquérir un petit peu le marché local, ou en tout cas se repositionner un petit peu sur le marché local. En tout cas, ça vient de deux constats. Un premier constat, nos ventes au national, effectivement, commencent un petit peu à baisser. Donc ça, c'est un premier constat.
Le deuxième truc, c'est qu'à un moment, on a aussi envie d'être bu localement et d'être connu localement, parce que c'est fun de faire tous les festivals de France et de Navarre, mais si c'est pour revenir chez soi et être inconnu, et voilà, donc il y a un côté un peu frustrant et un peu dommage, voilà. Et donc cette envie de conquérir un petit peu le marché local, ça vient un peu de ces deux choses-là. Et donc pour ça, il y a effectivement la création du bar, il y a la création de cette bière dont je te parlais, Amazing Loire, pour reprendre un petit peu des parts, on va dire, locales. Et puis il y a l'arrivée de Emric, un nouveau collaborateur chez nous. Ouais. Que tu rencontreras sûrement une prochaine fois. Emric, qui arrive en tant qu'ambassadeur de marque, brand ambassadeur. Alors en fait, c'est un commercial déguisé, un brand ambassadeur, puisque l'idée c'est de développer le chiffre d'affaires de la petite messe. Mais le travail d'Emric, c'est plutôt la représentation. C'est pour ça que c'est différent d'un commercial. L'idée, c'est plutôt d'aller vers le local. Donc on l'a embauché pour le local, uniquement pour le local, donc le 37 et les alentours. Et l'idée, ça va être qu'il aille se présenter vraiment et présenter notre travail aux différents interlocuteurs, et ce, sans squeezer le travail de nos distributeurs. C'est-à-dire que Sean, notre distributeur local C10, va continuer à nous distribuer. Emric, son travail, ça va plutôt être de rediriger le client potentiel, soit vers Sean, soit vers NJ Beer, voilà, qui est un autre de nos distributeurs locaux. Mais c'est qu'en fait, aujourd'hui, il faut vraiment qu'on aille à la rencontre des gens. Donc ça, c'est le premier truc. Ce bar, c'est aller à la rencontre des gens. Emric, c'est aller à la rencontre des gens. Et donc, on espère qu'avec tout ça, on va réussir à faire passer le message et à être intégré un petit peu plus localement, quoi. C'est vrai que parfois, c'est un peu triste à dire, mais t'as beau faire la meilleure bière, le meilleur produit du monde, si t'as personne derrière qui va aller le promouvoir aux gens, le faire découvrir, c'est difficile de le faire décoller. Exactement, c'est ça. T'as des gens qui font des produits qui sont pas forcément les meilleurs, mais qui ont une force de conviction, on va dire, derrière, et du marketing et des moyens, et qui vont arriver à placer leurs produits plus facilement. Bien sûr. Quand on a fait le diplôme universitaire d'opérateur de brasserie avec Quentin Bénard, on nous avait dit cette phrase, effectivement, exactement ce que tu dis. C'est bien beau de faire la meilleure bière du monde s'il n'y a personne pour la vendre. Si tu sais pas la vendre, voilà. Et donc aujourd'hui, voilà, on essaye par ces différents moyens de développer le marché local, et donc ça fera l'objet d'un prochain podcast. La petite messe a-t-elle réussi? Épisode 3 de Christophe chez Siroton le Gouffon. Et donc ça, malheureusement, pour le moment, on a beau avoir toute la bonne volonté du monde, on ne sait pas encore si nous allons y arriver. Voilà, on espère. Allez, je te le souhaite en tout cas. Merci. Ouais, ça fait, en tout cas, tout ça fait partie d'une stratégie à venir pour la petite messe. Ouais. Il y a d'autres étapes clés là qui sont à venir pour toi, à ton avis? On est en train de réfléchir au passage en inox. Donc là, pour le moment, on fait des essais, exactement, avec Sofu. Donc voilà, c'est pareil, c'est une affaire à suivre. On fait des essais. Et puis il y a toujours cette idée de notre V2, de la brasserie V2 avec le déménagement, mais on attend toujours des nouvelles du terrain et de savoir s'il sera vendu ou pas. Voilà. Donc on en est toujours là. Je reviens vite fait parce que j'avais une question que je voulais te poser qui avait disparu de mon cerveau et qui vient de revenir à l'instant, donc je fais un petit flashback. L'illumination. Ouais. Tu penses aussi que le besoin de revenir sur un positionnement local a aussi été impacté par le Covid, et les gens peut-être qui sont retournés pendant cette période-là sur du consommé local? Tu penses que ça a créé des nouvelles vocations et que ça peut développer le marché? Alors, très sérieusement, je n'ai pas vraiment d'avis sur ça. Je pense que peut-être, oui, mais j'ai pas cette réflexion. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est une réponse honnête. C'est exactement ça. J'ai pas de commentaire plus que ça à faire. Ouais.
Et après, tu me diras si tu as d'autres choses que tu veux évoquer. Mais moi, dernière chose que j'avais en tête, c'est est-ce que tu penses que le modèle que tu nous présentes là, d'avoir un bar en plus de ta brasserie, en plus déjà de la taproom que vous avez, c'est un modèle d'avenir pour pas mal de brasseries en France? Ça va se développer de plus en plus, tu penses? Alors, personnellement, moi je trouve que c'est vraiment quelque chose de très bien, mais en fait, chaque brasseur et chaque brasserie et chaque chef d'entreprise a ses idées pour son développement. Nous, on a toujours dit qu'on préférerait faire cette sorte de développement horizontal, c'est-à-dire plutôt ouvrir des lieux que de chercher à faire toujours plus. Voilà. C'est-à-dire que pour toi, au final, si la petite messe, la brasserie, reste là où elle en est avec 2000 hectos annuels, mais que ces 2000 hectos sont vendus dans, 2-3 bars, la petite messe, un peu partout dans la région, toi, ça te va aussi bien que si tu étais vendu un peu partout en France? Exactement, ouais. Après, voilà, il y a autant de manières de se développer, que, comme je le disais, que de chefs d'entreprise. Il y a des modèles qui marchent, et je pense que ce modèle-là, d'avoir un réseau, son propre réseau de distribution, et d'aller chercher les marges et la valorisation différente de ces produits, est un modèle qui est intéressant sur plusieurs aspects, notamment sur l'aspect humain. Alors c'est sûr, faut pas avoir peur de salarier du monde, quoi. Voilà. Parce que là, par exemple, l'ouverture du bar, c'est quand même entre 7 et 8 personnes, ça dépend comment on regarde, de plus. Mais c'est chouette. Voilà. Donc, voilà. Il y a des chefs d'entreprise pour qui moins il y a de monde, mieux ils se portent. Il y en a d'autres qui aiment faire grandir des équipes, et donc ça va dépendre un peu de comment on se place aussi par rapport à ça. C'est vrai qu'ouvrir des lieux, c'est avoir un vrai service RH, par exemple. Et puis, au final, qui est le mieux placé pour parler d'une bière La Petite Messe que des gens qui travaillent à La Petite Messe? Oui, ça reste une extension de la brasserie. Oui, ça c'est sûr, sur les lieux. C'est quand même mieux pour valoriser ton produit que d'être dans un bar à l'autre bout de la France, ou peut-être que tu auras un expert de la bière au service qui saura très bien parler de ton produit, mais peut-être pas. Et même souvent pas. Bar, La Petite Messe à l'autre bout de la France, ce qui est possible aussi. Mais effectivement, ça nécessite d'avoir une intégration de personnel assez importante, quoi. D'où l'importance de la Petite Messe Académie dont tu nous parlais tout à l'heure. Exactement. Non, mais ça, c'est aussi un truc qui nous tenait à cœur, parce que pour nous, c'est vraiment... Quand tu parlais des différences et des points communs avec un autre bar, pour nous, c'est vraiment un des trucs clés. Hein. C'est vraiment genre... que le staff doit porter en lui toutes les valeurs et tout ce que nous on pourrait expliquer, et voilà. Je suis pas en train de dire que Valentin aurait pu faire l'entretien avec toi à ma place, mais presque. C'est-à-dire que l'idée, c'est que tout le monde puisse raconter qui on est, d'où on vient, et qu'est-ce que c'est pour nous la bière, et voilà, etc. Super. Je sais pas si tu as quelque chose d'autre à ajouter sur La Petite Messe. Tu as la petite messe le bar. Non, c'était trop cool. Point que tu veux évoquer peut-être? Non, je pense qu'on a fait un beau tour déjà. Bien fait le tour, et maintenant on va manger, quoi. On va manger, on va boire un coup, et voilà. Voilà. Excellent. Je vais vivre l'expérience La Petite Messe le bar. Eh bien, c'est super. Merci beaucoup, Alex. Merci beaucoup. C'était un plaisir de refaire un épisode avec toi. C'est toujours un plaisir de te croiser. Donc, carrément. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Ouais. C'est chouette. Et je te dis à bientôt. Et pour nos auditeurs, je vous invite, si vous le pouvez, si vous le souhaitez, à noter l'épisode sur Apple Podcast 5 étoiles. Ça aide au référencement. Laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et pour les plus motivés d'entre vous, il y a une page Patreon qui existe si vous voulez soutenir financièrement le podcast. C'est patreon.com/Siroton le Goublon. Alors on se dit à bientôt pour un nouvel épisode. Salut Christophe, salut les auditeurs. Salut Alex.